Donc aujourd'hui, nous parlerons des différentes annonces de Dana White concernant l'UFC 317, 318 et 319. À l'UFC 317, nous aurons du coup Topuria face à Oliveira pour la ceinture indiscutable des poids légers. Nous aurons Pantoja face à Kai Kara France et nous aurons Duplessis face à Chimaev à l'UFC 319. Et ces annonces supposent alors que nous aurons sûrement un peu plus tard dans l'année Islam Makhachev face à Jack de la Maddalena. Et on a eu l'information comme quoi Islam Makhachev a abandonné sa ceinture pour monter en welterweight. Et il y a quelques mois, Topuria avait abandonné sa ceinture pour monter en poids léger. Donc commençons directement. Je vais commencer en parlant déjà de cette situation de deux champions qui abandonnent leur ceinture en l'espace de 6 mois pour monter dans la division au-dessus. Et moi, quand j'ai vu l'annonce hier, le message que j'ai reçu automatiquement est que l'UFC ne veut plus faire d'histoire de double champion. Ce que je veux dire par là, c'est l'UFC clairement veut aller loin de l'histoire des doubles champions, c'est-à-dire des champions qui gardent leur ceinture et montent au-dessus ou descendent. L'UFC veut arrêter tout ça. Donc je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère où le tout dernier double champion, ça devait être Cejudo. Il avait eu aussi Amanda Nunes, il avait eu Conor McGregor et il avait eu Daniel Cormier. Je dois en manquer un ou deux. Mais je pense que toute cette ère est finie. On n'aura plus probablement de champions simultanés. Et mon avis personnel est que c'est une très bonne chose. Et je l'ai tweeté sur X. C'est une très bonne chose à mon avis parce que la situation dans laquelle le sport est actuellement, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir des catégories qui dorment. Je trouve qu'on en a déjà beaucoup trop. On a beaucoup trop de combattants inactifs, alors qu'en réalité, l'activité devrait être tous les 3 mois. Mais maintenant, même des combattants, je peux comprendre des champions ou je peux encore à la limite comprendre des gens qui sont dans le top 5. Donc, les calendriers peuvent être un peu compliqués. Mais on a littéralement ce qu'on appelle des prospects, c'est-à-dire des nouveaux qui disparaissent pendant des mois. Par exemple, les Bo Nickal, les Peyton Talbot, ils disparaissent, ils vont faire des podcasts, ils reviennent. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais il y a beaucoup trop d'inactivité dans le sport actuellement et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que le sport a l'air un peu mort. Honnêtement, pour moi qui regarde le sport depuis des années, je le trouve plutôt mort actuellement. Des fois, c'est même très dur de garder mon attention sur tout ce qui se passe parce que j'ai connu l'ère où ce sport, littéralement tous les jours, il se passait quelque chose d'intéressant. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose que l'UFC se détourne de cette histoire de double champion. Et ça me prouve en fait que quand Topuria disait qu'il a choisi de monter, ça me prouve en fait que ce n'est pas entièrement vrai. Parce que Islam aussi a tweeté, je pense le week-end passé ou la semaine passée, qu'il n'abandonnera jamais sa ceinture. Et là, il abandonne pour monter. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment l'UFC qui leur met la pression par rapport à ça. Et c'est une bonne chose, tout simplement. C'est juste une bonne chose parce que, oui, tu veux monter, mais la division en bas doit continuer à avancer. Ce qui nous amène maintenant à Jon Jones. Et j'ai déjà parlé longuement de Jon Jones sur ma chaîne. Les vidéos sont encore là. Mais honnêtement, pour Jon Jones, écoutez, l'UFC, pour une quelconque raison, refuse de lui enlever la ceinture. Parce qu'il devrait être le premier à perdre sa ceinture, là. Parce que ça fait pratiquement 1 an. Il a combattu Stipe en novembre. Et avant ça, il avait combattu Cyril Gane en mars 2023. Donc, il a pris la ceinture il a passé pratiquement 1 an et demi, voire 2 ans sans combattre. Et là, nous sommes actuellement en mai. Le temps passe vite. D'ici là, on sera à la fin de l'été. On sera déjà proche de novembre. Donc, il aurait passé pratiquement 3 ans avec la ceinture sans laisser la chance à Aspinall. Pendant ce temps, Aspinall est techniquement là. Aspinall ne fait pas grand-chose en réalité. Il est juste là. Et ça bloque toute la catégorie. Mais pour une quelconque raison, l'UFC ne veut pas lui enlever la ceinture. Et j'ai déjà parlé plusieurs fois des différents plans que l'UFC a. Mais mon avis ne change pas par rapport à Jon Jones. Il ne veut pas combattre Aspinall, tout simplement. Tout simplement. Et là, il a mis l'UFC dans une situation où oui, c'est clair que si on lui propose 100 millions ou bien 50 millions, 60 millions, c'est sûr qu'il va combattre Aspinall. Même moi, proposez-moi 100 millions, je vous combatte qui vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Donc,
C'est ça la réalité. Mais en réalité, mais il ne veut pas sincèrement combattre Aspinall. Après, est-ce que le combat pourrait se faire? Oui. Mais c'est comme j'ai dit, l'UFC sera obligé de cracher un montant qui ne fait absolument aucun sens. Et c'est vraiment vers là que John Jones essaie de les amener. Et je ne sais juste pas pourquoi ils subissent tout ça. Parce qu'ils ont tordu le bras à Topuria, clairement. Ils ont tordu le bras à Islam aussi. Et ils ont toujours tordu le bras à tout le monde. Même à Conor McGregor, ils lui ont tordu le bras. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo que je prépare. Mais à Conor McGregor, ils lui ont aussi tordu le bras. Donc je suis tout aussi confus. J'essaie de comprendre ce qui se passe avec cette histoire de John Jones. Mais là, on ne peut que s'asseoir et attendre. On ne peut que s'asseoir et attendre. Donc, c'est une bonne chose qui se détourne de l'histoire du Double Champ, que les choses bougent un peu, qu'on a un peu d'enthousiasme dans ce sport. Bon, pour les combats qui se sont dessinés, je vais juste vous donner mon avis. Plus un ressenti, ce n'est pas une analyse, absolument pas, parce que mon avis pourrait changer. Et honnêtement, c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment fait ce type de vidéo de ressenti, parce que je me connais et je sais que pour faire une vraie analyse, juste un ressenti ne suffira pas. Et aussi, pourquoi je n'aime pas trop ce type de vidéo. J'ai l'impression que quand tu donnes une analyse basée sur un ressenti, quand c'est l'heure de faire l'analyse, ça a tendance à aiguiller ton analyse. Il est là le danger en fait, et c'est pour ça que j'évite un peu ce type de vidéo. Mais c'est quelque chose que les gens apprécient, et bon, c'est quelque chose honnêtement que j'apprécie aussi quand d'autres personnes font ce type de vidéo. J'aime regarder, j'aime voir ça. Donc j'ai décidé d'en faire une aujourd'hui, donc ce sera juste mon ressenti par rapport à ces combats. C'est pratiquement sûr que tout cet avis va changer quand ce sera l'heure de faire vraiment l'analyse de ces différents combats. Donc commençons avec Ilia Topuria face à Charles Oliveira. Mon ressenti, honnêtement, je pense que si Topuria connecte, Charles tombera. Charles en particulier. Parce que le type de puissance qu'a Topuria, en temps normal, je ne serais pas aussi sûr face à quelqu'un comme Islam ou d'autres personnes qui n'ont pas forcément été envoyées au tapis avec un coup. Mais c'est quelque chose qui est souvent arrivé avec Charles Oliveira et apparemment, il ne bouge pas trop sa tête. Donc, si quelque chose connecte avec Topuria, ça va connecter à plein régime. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il peut faire 5 rounds et éviter Topuria, qui a ce jeu de jambes, qui a cette façon de cadrer? J'en doute. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que Oliveira n'a aucune chance. Oliveira a des chances, il a des chances de gagner, mais ce sera juste compliqué. Par exemple, Topuria au sol, c'est pas Chandler. C'est pas vraiment Chandler. Topuria au sol, ce n'est pas aussi Gaethje. Donc je doute que même si Charles Oliveira amène Topuria au sol, je doute que ce soit juste simple. Donc là, c'est un peu mon ressenti. Mais comme j'ai dit, c'est juste un ressenti. Le jour de l'analyse, j'aurai toujours le même avis ou pas. Maintenant, parlons du deuxième match-up qui n'a pas été annoncé mais qui se dessine, qui est le combat entre Islam Makhachev et Jack de la Maddalena. Écoutez, avant le combat face à Bilal, j'ai dit qu'il ne fallait pas sous-estimer Jack de la Maddalena. Et mes 2 dernières vidéos concernent le travail qu'a fait Jack de la Maddalena face à Bilal. Et je pense qu'il peut faire le même travail face à Makhachev. Je pense que c'est vraiment le combat sur lequel je suis indécis. Après, je pourrais peut-être changer d'avis. Mais mon ressenti actuellement, c'est que Jack de la Maddalena peut faire un vrai travail à Islam Makhachev, honnêtement. Après, je comprends l'aura d'Islam Makhachev, je comprends aussi qu'il est extrêmement doué. Mais dans ce cas, Jack de la Maddalena sera plus massif que lui, probablement, ou ils auront le même gabarit. Comment ça fonctionne dans ce type de cas? Jack de la Maddalena vient du même camp que Volkanovski, qui est venu de la division en dessous, qui est monté et qui a créé des problèmes à Islam Makhachev dans le grappling. On se rappelle tous de ce premier combat entre les deux en février 2022, je pense, si j'ai bonne mémoire. Volkanovski, Islam numéro 1, le premier combat. Dans le grappling, Volkanovski, qui venait de la division en dessous, lui a créé des problèmes. Maintenant, Islam va monter et va affronter l'un des coéquipiers les plus talentueux de Volkanovski, qui a aussi Craig Jones de son côté. Je me dis, le grappling sera encore plus compliqué. Et debout dans la boxe, écoutez, ce que Jack de la Maddalena a montré, c'était spectaculaire. Il a démantelé Bilal. Personnellement, c'est un combat que je reverrai plusieurs fois et je vous conseille de le revoir parce que c'était vraiment ce qu'on appelle une masterclass. Je sais que c'est un mot qu'on envoie un peu n'importe comment, mais là, réellement, c'était vraiment une masterclass. Blague à part, c'était réellement une masterclass. Donc là, mon ressenti est que ça peut être compliqué pour Makhachev. Mais bien sûr, je vais regarder de nouveau, je verrai. Mais Makhachev reste Makhachev. Il peut trouver une façon de le faire. Mais actuellement, mon ressenti est que ce ne sera pas aussi simple. Jack de la Maddalena n'a pas la hype, est loin d'avoir la hype. J'ai même vu une comparaison
de leurs followers sur Instagram. Jack en a quoi 200 000 et Islam en a quoi 10 millions. Mais ne laissez pas le manque de hype. La hype est différente du niveau technique. Et j'ai l'impression que souvent, à travers les analyses ou même dans la communauté, on a tendance à confondre les deux. Le niveau technique n'a rien à voir avec ton niveau de hype. Maintenant, le troisième combat qui a été annoncé, c'était Dricus du Plessis face à Khamzat Chimaev à Chicago, à l'UFC 319. L'UFC commence à aller un peu partout, mais quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, qu'est-ce qu'un Sud-Africain et un Tchétchène font à Chicago? Mais bon, je pense que là maintenant justement, là c'est très intéressant. Je pense que maintenant Chimaev doit avoir son visa parce que pendant des années il pouvait combattre uniquement qu'à Abu Dhabi et tout. Donc je pense que là ça a dû être réglé. Il doit avoir son visa si on l'envoie à O-Block à Chicago. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en rap, Duplessis et Chimaev vont combattre à O-Block. Dans le feu de l'action. Donc c'est un combat intéressant. Honnêtement c'est un combat intéressant et bon. Mon ressenti est que premier round, Chimaev le fait. S'il est au succès, un round, il perd. C'est vraiment aussi simple que ça. Honnêtement, on ne sait pas encore tout ce que Duplessis cuisine dans l'octogone. Mais s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il a un cardio pour aller à un rythme très élevé sur 5 rounds. Et on sait que le cardio de Chimaev, ce n'est pas ça. Dans le premier round, peut-être même dans le début du deuxième round, est-ce que Chimaev peut le faire définitivement? Parce que je doute que Duplessis... Chimaev est très spécial. Très très spécial. Une autre vidéo que je prépare, on en parlera de son grappling. Ouais, mais Chimaev est très spécial et je pense que dans le premier round, il peut le faire. Dans le striking, honnêtement, ces deux sont aléatoires et ça va me demander plus d'analyse. Mais mon ressenti actuel, c'est vraiment par rapport au round. Si c'est le premier round, j'ai Chimaev. Au-delà du deuxième round, Duplessis le fait. Maintenant, Alexandre Pantoja et Kai Kara France 2. Écoutez, Pantoja a tapé tous ses gars dans la division. Y a des gens qui pensent que je n'aime pas Pantoja. Écoutez, moi j'aime tous les combattants. Non, sérieusement, j'aime tous les combattants. Il y en a juste certains que je vanne plus que d'autres. Et des gens interprètent ça comme quoi je n'aimerais pas un combattant. Non, j'ai aucun problème avec ces messieurs et ces dames. Absolument aucun. Mais la réalité est que Pantoja a tapé tout le monde dans cette division. Bon. Est-ce que Kai Kara France peut le choper? Parce que Kai a quand même de la puissance. La façon dont il a séché Erceg et la façon dont il a séché d'autres personnes, ça prouve qu'il a quand même quelque chose dans les points. Est-ce qu'il peut le choper? Oui, fort possible. Fort possible. Il peut choper Alexandre. Mais est-ce qu'Alexandre va tomber? Parce que tout le truc d'Alexandre, c'est qu'il a une tête en vibranium. Je l'ai dit plusieurs fois sur X, sur Twitter. Bon, déjà en parenthèse, pourquoi Elon Musk a fait ça? Il change le nom. Rien à voir, je sais, rien à voir avec ce dont on parle. Mais il achète Twitter et il change le nom en X. Et c'est juste bizarre et ça ne fait aucun sens. Mais bon, je suppose que des gens interpréteraient ça comme quoi il est un génie. Hein? Il a un génie hors de ce monde. C'est pour ça qu'il fait des trucs aussi bizarres. Mais en bref, ça c'est une histoire de goût et de couleur. Donc revenons sur Pantoja. Est-ce que Pantoja tombera? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il n'est jamais tombé. Je pensais qu'Erceg allait le sécher. Erceg, lui l'a fait manger. Mais Erceg a perdu de justesse. En plus, c'était au Brésil. Même si je pense que Erceg a gagné ce combat. Quand on regarde les critères, à mon avis, il a gagné ce combat. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est un peu la seule chance que Kai Kara font ça. Connecté, bien séché, Pantoja. Mais ça me demandait plus de recherche, en particulier par rapport au profil de Kai Kara France. Mais sinon, écoutez, Alexandre a déjà son matricule parce que c'est le deuxième combat. Mais je pense qu'ils se sont battus il y a de cela des années. Et ça a changé. Donc peut-être que Kai a vraiment changé. Mais ça va me demander plus d'analyse, comme je disais au début de la vidéo. Mais mon ressenti est que Alexandre Pantoja devrait le faire. Bon, c'est fini pour l'exercice. J'espère que vous avez aimé ce débrief. Des news que le grand Manitou à la tête luisante que Dana White nous a donné. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la avec des amis qui aiment le MMA et aidez-moi à faire grandir la chaîne parce que moi, derrière, ça m'encourage à vous donner plus de contenu. Et j'ai beaucoup d'idées de contenu, mais il faudrait que la chaîne grandisse pour me motiver à produire tout ça. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se dit à la prochaine.